Bienvenue dans cette seconde partie de cet épisode consacré à la philosophie du bonheur d'Épicure. Maintenant que nous avons compris le projet d'Épicure en vue du bonheur, à savoir la subtile béatitude de l'ataraxie, entrons dans le détail pour comprendre comment mettre en œuvre ce projet. Pour commencer à réfléchir à la question d'une hiérarchie des plaisirs, autant que des désirs, je vous propose de lire un texte tiré de la lettre à Ménécée. C'est un grand classique, assez largement étudié dans les classes de terminale, un texte extrêmement synthétique, tout en étant profond et accessible, raison pour laquelle il est aussi largement étudié. Qu'est-ce que nous dit Épicure à propos du plaisir ? Il définit le plaisir comme étant la fin, à savoir la finalité d'une bonne vie, donc une vie dans laquelle on se serait pleinement épanoui, dans laquelle on aurait éliminé les désirs non nécessaires, et par là, se serait ouvert au plaisir pleinement et véritablement satisfaisant. Au début du texte que je vous propose aujourd'hui, commençant par décrire le contraire de son propos, il écrit « Quand donc nous disons que le plaisir est la finalité, nous ne parlons pas des plaisirs des débauchés, ni de ceux qui consistent dans les jouissances comme le croient certains. Ici, Épicure souligne que sa voie vers le bonheur n'a rien à voir avec l'hédonisme, une philosophie qui tendrait à vouloir maximiser de façon permanente les jouissances de l'existence, autant en quantité qu'en intensité. Au contraire, Épicure montre que si on veut vivre véritablement une bonne vie, c'est-à-dire une vie pleinement épanouie et heureuse, il est d'abord nécessaire de renoncer à certains plaisirs, dans la mesure où ceux-ci nous mèneraient toujours dans le mur, et de cultiver la sagesse afin d'orienter notre vie dans une direction heureuse. Je reprends la lecture. Quand donc nous disons que le plaisir est la finalité, nous ne parlons pas des plaisirs des débauchés, ni de ceux qui consistent dans les jouissances, comme le croient certains qui, ignorant de quoi nous parlons, sont en désaccord avec nos propos ou les prennent dans un sens qu'ils n'ont pas. Mais nous parlons du fait pour le corps de ne pas souffrir et pour l'âme de ne pas être troublée. En effet, ce n'est ni l'incessante succession des beuveries et des parties de plaisir, ni les jouissances que l'on trouve auprès des jeunes garçons et des femmes, ni celles que procurent les poissons et tous les autres mets qu'offre une table abondante qui rendent la vie agréable. C'est un raisonnement sobre qui recherche la connaissance exacte des raisons de tout choix et de tout refus, et qui rejette les opinions à partir desquelles une extrême confusion s'empare des âmes. Or, le principe de tout cela, et le plus grand bien, c'est la prudence. C'est pourquoi la prudence est plus respectable encore que la philosophie, car elle entraîne naturellement tout le reste des vertus, enseignant qu'il n'est pas possible de mener une vie agréable qui ne soit pas prudente, belle et juste, pas plus que la vie ne peut être prudente, belle et juste si elle n'est pas agréable. Car les vertus sont naturellement liées à la vie agréable, et la vie agréable en est inséparable. Ce premier extrait que je vous propose d'explorer ensemble est déjà très dense, puisque d'abord il propose une définition de ce qu'est la finalité d'une bonne vie, et ensuite il détermine un moyen d'y parvenir, à savoir en alliant la raison et l'expérience. C'est ainsi une philosophie qui est par définition existentielle, une philosophie dont la fonction même est de transformer notre rapport à l'existence dans une forme d'artisanat, de prise de distance sur nos modes de fonctionnement permettant de mieux vivre. Et pour cela, Épicure propose, je cite, un raisonnement sobre qui recherche la connaissance exacte des raisons de tout choix et de tout refus, et qui rejette les opinions à partir desquelles une extrême confusion s'empare des âmes. Et dans cette quête d'une vie bonne, dans cette quête d'une vie dans laquelle on maximise le plaisir qui est éprouvé et on minimise la souffrance qui est vécue, il s'agit d'abord de discriminer entre des plaisirs subtils, raffinés,
et des plaisirs grossiers. Comme nous le dit Épicure, ce n'est ni l'incessante succession des beuveries et des parties de plaisir, ni les jouissances que l'on trouve auprès des jeunes garçons et des jeunes femmes, ni celles que procurent les poissons et tous les autres mets qu'offre une table abondante, qui rendent la vie agréable. Ça pourrait sembler assez paradoxal au départ, puisqu'on a l'impression que multiplier les moments de plaisir, quand bien même ils seraient fugaces, serait la bonne manière de pouvoir vivre heureux. Un exemple extrême de ce genre de vie, c'est Elvis Presley, dont la devise était « Take it to the max », comme s'il fallait augmenter démesurément l'intensité de toute chose pour qu'elle soit bonne à vivre. Sa devise l'a amené à tous les excès, jeux dangereux, repas gargantuesques, drogues, dépenses délirantes et autres parties de débauche, pour mourir à 42 ans. L'autopsie a révélé que son corps contenait pas moins de 12 drogues différentes, en quantité parfois délirante. Son niveau de codéine, par exemple, dépassait de 10 fois le niveau considéré comme toxique. Elvis était entré dans ce que la psychologie contemporaine appelle une spirale hédonique infernale, où la quête de la jouissance à tout prix engendre des comportements destructeurs, pour soi comme pour autrui. Au contraire, Épicure oppose à cette démarche existentielle un raisonnement sobre, ce qui ne paraît pas a priori rendre particulièrement heureux. Un raisonnement sobre, dans le fond, c'est pas très sexy. Lorsque Coca-Cola fait de la publicité, il ne met pas en avant un raisonnement sobre pour vendre sa boisson. Mais alors, pourquoi est-ce qu'un raisonnement sobre rendrait véritablement heureux? Parce que ce raisonnement cherche, je cite, la connaissance exacte des raisons de tout choix et de tout refus. Dans cette connaissance exacte des raisons de tout choix et de tout refus, il faut lire ici une double démarche existentielle et d'abord une introspection de ce qui est ressenti, de ce qui est désiré en première personne, comme lorsqu'on identifie que derrière un désir conscient, décrocher le meilleur job par exemple, il y avait un désir inconscient, comme répondre à une attente familiale particulière. Mais ensuite, et c'est le plus important, il y a aussi ici une démarche critique de recherche de vérité. Dans le fond, si j'adopte un regard critique vis-à-vis de mes désirs, je n'ai pas besoin de chercher le meilleur job pendant 15 ans pour voir que les motivations qui m'y poussent sont d'ordre socio-culturel. Parce que le modèle social dans lequel je vis est tout entier tendu vers ce modèle d'accomplissement-là. C'est ainsi que ce raisonnement sobre, en vue du bonheur, je cite, rejette les opinions à partir desquelles une extrême confusion s'empare des âmes. Les opinions, ce sont des croyances vagues auxquelles on adhère sans trop savoir pourquoi, sans avoir fait l'effort de les vérifier un tant soit peu, et qui le plus souvent sont fondées sur des schémas émotionnels. Les opinions se distinguent de la vérité que l'on peut argumenter et vérifier. Épicure est donc ici en quête d'une vérité sur les plaisirs auxquels il s'agit de souscrire en vue d'un bonheur profond et durable, et les plaisirs auxquels il s'agit de renoncer parce qu'ils n'apportent pas cette qualité de bonheur. Et pour ce faire, il s'agit de réaliser par soi-même cette double démarche introspective et critique, œuvre de distillation de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste, de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon pour nous, que ce soit à court, à moyen ou à long terme. Il faut en effet aussi prendre cette dimension temporelle en compte, puisque nous savons bien que parfois, pour obtenir un effet bénéfique à long terme, il s'agit de se donner quelques défis, de mettre quelques contraintes par rapport à ce que l'on souhaiterait vivre dans l'instant, mais simplement en vue d'un bien futur qui sera meilleur. Comme par exemple, lorsque je fais une formation en vue de réaliser un métier qui a plus de sens pour moi. Lorsque je vais faire cette formation, je vais devoir reprendre la lecture, l'apprentissage, la réflexion, et peut-être que c'est une contrainte qui nécessitera une certaine hygiène de vie, parce qu'on ne peut pas sortir tous les soirs et bien étudier en même temps, ou bien parce qu'il n'est pas évident de pouvoir étudier qualitativement tout en gagnant beaucoup d'argent. Il faudra alors rogner temporairement sur son niveau de vie et les plaisirs qui vont avec. En ce sens, à un autre endroit de la lettre à Ménécée, Épicure souligne avec justesse, je cite, que tout plaisir
fruit en lui-même et dans sa nature propre, est un bien, et cependant, tout plaisir n'est pas à rechercher. Pareillement, toute douleur est un mal, et pourtant, toute douleur n'est pas faite pour être évitée. Dans cet esprit, il s'agit de discriminer entre un plaisir à court terme et un plaisir à long terme, un plaisir fugace et intense, fondé sur les plaisirs sensoriels, et un plaisir ancré dans la durée et lié au sentiment que nous réalisons ce qui fait sens pour nous, malgré l'inconfort temporaire que cela peut engendrer. Il s'agit donc, en somme, de rejeter les opinions pour pouvoir sortir des croyances préétablies du monde social et culturel dans lesquels je vis, et ce, afin d'explorer en soi-même et en profondeur qu'est-ce qui est juste et bon, et qu'est-ce qui n'est pas juste et bon, pour pouvoir mener une vie bonne, une vie pleinement réalisée. Et pour pouvoir réaliser cette œuvre de distillation entre le juste et le non-juste, il y a là de la part d'Épicure un appel, et c'est le cœur de la lettre à Ménécée, un appel au raisonnement, au fait de philosopher, au fait de faire retour à soi pour pouvoir mettre en œuvre une vie qui sera la meilleure possible. On ne parle pas encore tout à fait de bonheur ici, on parle simplement de discriminer entre le subtil et le grossier, entre le juste et le non-juste, entre l'agréable à court terme et l'agréable à long terme, et en somme, discriminer entre ce qui est bon pour pouvoir mener une bonne vie et ce qui n'est pas bon pour cela. Alors, selon Épicure, quelles qualités devons-nous cultiver à cette fin? Quelles qualités devons-nous cultiver pour discriminer entre les plaisirs avec justesse? Eh bien, il dit que c'est la prudence. Je cite, « Le principe de tout cela et le plus grand bien, c'est la prudence. » La prudence, en grec, c'est la phronésis, ce qui veut littéralement dire la sagesse pratique ou l'intelligence pratique. Phronein veut dire penser au sens d'avoir du discernement, et donc phronésis désigne la capacité de bien penser dans le domaine de l'action, de discerner ce qu'il convient de faire dans les situations concrètes. Alors, pourquoi la prudence, la phronésis, cette sagesse pratique, cette sagesse en situation, serait ce qui nous permet de réaliser une vie bonne? Épicure affirme même qu'elle est plus respectable que la philosophie, car, je cite, « Elle entraîne naturellement tout le reste des vertus, enseignant qu'il n'est pas possible de mener une vie agréable qui ne soit pas prudente, belle et juste, pas plus que la vie ne peut être prudente, belle et juste si elle n'est pas agréable. Car les vertus sont naturellement liées à la vie agréable, et la vie agréable en est inséparable. » Ici, de manière peut-être étonnante d'un point de vue moderne, mais au contraire très évidente du point de vue de toutes les philosophies antiques, la vertu est considérée comme une dimension intrinsèque au bonheur. Elle est totalement identifiée à lui. Ça n'est pas juste une option en plus ou en moins. En somme, pour les philosophes grecs, on ne peut pas être heureux sans être vertueux. Je vais passer un certain temps à expliquer cela, car c'est un point de vue qui est tout à fait étranger à notre culture contemporaine, et ce pour plusieurs raisons que je vais détailler. Mais avant cela, j'aimerais vous proposer un petit moment de contemplation, afin que vous-même puissiez aller rechercher dans votre ressenti ce qui résonne ou non avec cette idée. Donc, prenez un moment pour vous asseoir, peut-être fermer les yeux, et simplement prendre le temps de réfléchir à ces questions. Est-ce que, dans ma vie, j'ai pu constater que le fait d'agir avec éthique, ou vertueusement, me rendait la vie meilleure? Est-ce que dans ma vie, j'ai pu constater que le fait d'agir avec éthique, ou vertueusement, me rendait la vie meilleure?
Autre question, est-ce que je trouve un certain plaisir dans cette manière d'agir? Ou au contraire, est-ce que cela relève d'une difficulté, d'un effort? Est-ce que cela a pu être plaisant à certains moments, à certains âges, et pas à d'autres? Et si ça a été le cas, qu'est-ce qui a fait que cela pouvait être plaisant à ce moment-là, alors qu'à d'autres moments, ça n'a pas été le cas? Est-ce qu'il y avait une certaine qualité dans le ressenti, laquelle, qui rendait plaisant le fait d'agir avec éthique ou de manière vertueuse? Et inversement, est-ce qu'il y a des moments où j'ai pu agir à l'encontre de ce qui semblait éthique en ressentant un plaisir à cela? Dans quelle situation? À quel âge? Est-ce qu'il a pu m'arriver aussi d'agir à l'encontre de ce qui semblait éthique, juste et aligné en ressentant un certain déplaisir? Essayez de vous relier intérieurement aux sensations en lien avec ces situations pour pouvoir identifier intérieurement, goûter à quoi ressemble le plaisir d'agir vertueusement, le plaisir d'agir non vertueusement et le déplaisir à agir non vertueusement, auquel on pourrait ajouter des situations où on a agi avec éthique ou vertueusement, mais avec difficulté, en se tenant à un choix, alors même que on prenait sur soi, où on était dans le déplaisir lié à l'action qui pourtant semblait bonne ou vertueuse. Prenez donc un moment pour tranquillement déployer ces questions en vous, en essayant de plonger dans votre mémoire pour aller chercher des moments saillants et vous permettant de statuer pour vous-même sur cette question. Est-ce que, dans le fond, vivre vertueusement a tendance à me rendre la vie heureuse ou non? Et maintenant que nous avons réfléchi à cette question pour nous-mêmes, réfléchissons au cadre culturel dans lequel s'inscrit une telle idée. Dans le fond, pourquoi l'identification entre vertu et bonheur paraît si naturelle aux philosophes grecs, alors même que pour nous modernes, cela semble si loin d'aller de soi? Ces doctrines qui identifient
bonheur et vertu, affirmant qu'il ne peut pas y avoir de bonheur sans vertu, s'appelle en philosophie l'eudémonisme. L'apostrophe eudémonisme. Elle s'oppose à l'hédonisme, hédonisme qui désigne la quête unique du plaisir ou de la jouissance immédiate. Chez les Grecs, on a cette idée que pour vivre bien, il est nécessaire d'être vertueux et de tempérer le désir lié à un plaisir immédiat. Épicure précise ce point de manière tout à fait explicite dans ses maximes essentielles. Il écrit, 5e maxime, qu'il est impossible de vivre agréablement sans la prudence, la phronésis, sans l'honnêteté et sans la justice. La vie de celui qui pratique l'excellence de ses vertus, ajoute-t-il, se passe toujours dans le plaisir, de sorte que l'homme qui est assez malheureux pour n'être ni prudent, ni honnête, ni juste, est privé de tout ce qui pourrait faire la félicité de ses jours. On notera bien qu'Épicure parle des vertus portées à leur excellence, avec donc une notion de perfection, et que ceci engendre la félicité. Ça n'est pas un petit plaisir, la félicité, c'est une forme de grâce. Je continue. Maxime 17. Le juste est celui de tous les hommes qui vivent sans trouble et sans désordre. L'injuste, au contraire, est toujours dans l'agitation. Ainsi, par définition, il ne peut pas y avoir ataraxie, absence de trouble, s'il y a agitation. Et il ne peut y avoir absence d'agitation ou de trouble s'il n'y a pas de vertu. Il y a donc un lien causal entre la phronésis, le pouvoir de discriminer dans l'action, la vertu et le bonheur. Épicure en donne une raison dans sa maxime 38. Il écrit « Il est impossible que celui qui a violé à l'insu des hommes les conventions qui ont été faites pour empêcher qu'on ne fasse du mal ou qu'on en reçoive, puisse s'assurer que son crime sera toujours caché. Car, quoiqu'il n'ait point été découvert en 1000 occasions, il peut toujours douter jusqu'à la mort que cela puisse durer. En somme, dit Épicure, si je ne suis pas vertueux, je serai toujours habité par une forme d'anxiété, et ainsi, nécessairement, je ne pourrai pas vivre une vie heureuse parce qu'apaisée. On ne pourra pas trouver de paix intérieure si nos passions, pour reprendre un terme classique, ne sont pas régulées ou au moins mises à distance et réfléchies, sans quoi, sous leur dictat pressant, on se comportera de manière non vertueuse. Alors, bien évidemment, dans le monde moderne, à part le respect de la loi, nous ne disposons pas d'une morale simple et unifiée. Après 2500 ans de tradition philosophique se penchant sur la question, nous avons compris que savoir ce qui est bien ou mal est une question délicate, qu'il n'y a pas de solution simple à ces questions. Notre culture, et je le vois personnellement comme une bonne chose, a fait le choix de rejeter les morales qui affirment abruptement ce qui est bien ou mal de dire ou de faire dans telle ou telle situation, pour des points de vue plus nuancés sur la question. Mais le piège de cette ouverture large à la question du bien et du mal, c'est le relativisme, où chacun voit midi à sa porte, et dans lequel chacun devrait être seul juge de ce qui est bien ou mal. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire société sous un tel régime éthique, mais c'est une autre question. Par ailleurs, le relativisme ne permet pas d'envisager la manière dont une vie éthique peut nous amener à vivre une vie plus heureuse. Et c'est cela que nous allons explorer plus en détail maintenant. Une petite réflexion sur cette question de l'éthique dans nos sociétés modernes est importante pour comprendre de manière plus large la relation entre nos vies intérieures, notre bonheur en particulier, et l'éthique, en tout cas du point de vue épicurien. On peut se demander d'abord pourquoi nos cultures occidentales d'aujourd'hui ont autant mis à distance et rejeté la morale, c'est-à-dire l'acceptation d'une loi comportementale qui soit la même pour tout un chacun à propos du bien et du mal.
Bien évidemment, il s'agit d'un résultat historique des morales religieuses qui ont été jusqu'aux croisades, jusqu'aux guerres sanguinaires et folles entre catholiques et protestants au XVIe siècle et après, moments particulièrement marquants de notre histoire culturelle et qui ont montré à quel point s'appuyer sur une morale dogmatique était profondément néfaste et délétère, jusqu'à aller à l'encontre du propos même de la religion en question dans ce qu'elle souhaite apporter aux êtres humains. Mais peut-être qu'en rejetant toute vie morale, ou toute compréhension de l'éthique comme bienfait, on a jeté le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Culturellement, notre rapport à l'éthique est entré en conflit, à raison, avec les morales dogmatiques, soit, pour employer un terme technique, une approche de l'éthique que l'on appelle déontologique. Déon signifie en grec devoir ou ce qu'il faut faire. La déontologie, c'est donc littéralement une doctrine ou une science des devoirs. Une approche déontologique de l'éthique, c'est une approche qui considère qu'une affirmation éthique doit être respectée quoi qu'il arrive et quelle que soit la situation. À savoir, par exemple, qu'on ne doit pas mentir, quelle que soit la situation. Si je suis cette maxime jusqu'au bout, alors il n'y a aucune situation dans laquelle il est juste ou fondé de mentir. Or, c'est une approche qui ne tient malheureusement pas compte du contexte. Pourquoi est-ce qu'il pourrait être juste de mentir ? Eh bien, si je suis en train de protéger des personnes dont la vie est mise en jeu par d'autres qui veulent les tuer ou les violenter, je peux prétendre que ces personnes ne sont pas chez moi. On a eu de fameux exemples de cela durant la Seconde Guerre mondiale, avec la protection de personnes juives par d'autres personnes qui n'ont pas collaboré avec les SS et qui ont ainsi protégé des vies humaines grâce au mensonge. Donc, est-ce qu'en partant de là, le mensonge est absolument ou nécessairement mauvais ? L'approche éthique, qui défend une telle prise en compte du contexte pour fonder le bienfait ou non d'un acte, s'appelle le conséquentialisme, deuxième grande école pour appréhender les jugements moraux. D'un point de vue conséquentialiste, la conséquence de mon acte est plus importante que la loi dans laquelle il s'inscrit. C'est-à-dire, dans cet exemple, protéger une vie humaine est plus important. De manière conséquentialiste, il est évident que je dois mentir, parce que la conséquence en termes de bienfait est supérieure à mon acte, la conséquence pour autrui, voire pour moi-même. Ça, c'est la deuxième grande manière d'appréhender les jugements et actes moraux, le conséquentialisme. Si je résume le propos jusque-là, nous sommes en train d'analyser la raison pour laquelle Épicure et les Grecs en général identifient la vertu et le bonheur. Notre culture récente, depuis le XIXe siècle, voire le début du XXe selon le point de vue, notre culture récente analyse plutôt les faits moraux en termes conséquentialistes, alors que notre passé culturel chrétien s'inscrit dans une approche déontologique de la morale. De là, il nous est particulièrement peu familier d'envisager pourquoi les Grecs identifient bonheur et vertu. C'est à 1000 lieues de nos lieux communs culturels contemporains, nous pour qui la notion de morale renvoie à un carcan enfermant, plutôt qu'à une manière d'agir qui pourrait nous rendre heureux. Il n'est d'ailleurs à ce propos pas anodin que le champ de la psychologie soit extrêmement timide pour élaborer une relation entre nos vies affectives et éthiques. Je veux dire par là que, malgré l'ampleur de cette discipline, l'éthique n'y constitue pas un champ d'étude d'ampleur, alors même que, de toute évidence, nos actes et nos intentions modèlent la représentation et les affects que nous construisons à propos de nous-mêmes et d'autrui. Et si cet oubli de l'éthique dans la vie émotionnelle est si patent, si nous associons la vie morale à un carcan enfermant plutôt qu'à une manière d'agir pouvant nous rendre heureux ou heureuses, c'est globalement parce que nous n'approchons le caractère moral d'un acte ou d'une parole que par son extériorité. Bien agir, bien parler, cela relèverait de ce qui est objectivable d'un point de vue extérieur. Et cela relèverait par ailleurs uniquement du jugement ou d'une réflexion raisonnable. Il a dit ça, elle a fait ça, c'est bien ou répréhensible. Or, si les Grecs
tiennent bien évidemment compte des conséquences de nos actes d'un point de vue extérieur, ça n'est pour eux qu'un aspect de la réalité considérée. Car pour eux, ce qui est essentiel n'est pas l'effet externe, mais l'effet interne des actes, c'est-à-dire l'effet sur la personne, qui peut toujours cultiver des qualités et aller vers une plus grande perfection morale. Mais attention, lorsqu'on parle de perfection morale, en tant que moderne ou postmoderne, nous avons tout de suite en écho le déontologisme, et on y entend une sorte de rigidité à toute épreuve, quelqu'un qui ne passe rien, comme on dit. Or, cette perfection, au sens grec, est une perfection de l'âme, une perfection du cœur, et concerne les qualités qu'il s'agit de développer pour gagner en grandeur d'âme, ou autrement dit, et en toute simplicité, en bonté. Cette manière d'appréhender l'éthique, une éthique fondée sur et par la sensibilité, trouve aujourd'hui un souffle nouveau dans les sciences humaines sous l'appellation étude du care ou du prendre soin. Mais en réalité, cela provient de la troisième branche de l'éthique, après le déontologisme et le conséquentialisme, qu'on appelle l'éthique des vertus. L'éthique des vertus, c'est le fait de considérer d'abord la qualité de l'intention qui guide un acte, plutôt que de considérer ses effets externes ou la loi morale à laquelle se réfère cet acte. Pour illustrer, si je donne à manger à un SDF qui en a besoin, on dira que je fais preuve de générosité. D'un point de vue déontologique, j'ai bien agi, car il est bon d'être généreux. Cela suit une loi morale. D'un point de vue conséquentialiste, j'ai bien agi, car cette personne, qui est dans le besoin, a pu bénéficier d'une ressource qu'elle n'a pas. Très bien. Mais du point de vue de l'éthique des vertus, on va se demander quelle est l'intention qui a guidé mon acte. Est-ce que réellement je lui ai donné cette nourriture parce que je suis touché par sa situation, parce que cela me peine et que j'ai authentiquement envie de l'aider? Est-ce que je sens que je suis réellement concerné par sa situation, que je fais cet acte pour lui, au sens fort du terme, en ressentant une forme d'ouverture à l'autre dans l'acte de donner? Ou au contraire, est-ce que je le fais en nourrissant de la pitié, ou un jugement négatif à son égard, ou encore avec de la colère, ou du ressentiment contre une organisation sociétale qui se satisfait de laisser en parallèle 3 millions de logements vides et 350 000 personnes à la rue? Est-ce que je donne à cette personne à la rue parce que je me sens coupable d'avoir alors que lui ou elle n'a pas? Ou bien pour nourrir une petite satisfaction personnelle, en m'identifiant au fait d'être une bonne personne, ce que reflète l'expression malheureuse « j'ai fait ma BA » pour dire « j'ai fait ma bonne action », comme si le fait d'être bon ne relevait que de l'extériorité. Je peux encore donner pour paraître être une bonne personne auprès des autres, parce qu'il y avait du monde dans la rue, et peut-être des personnes que je connais. Il y a 1000 possibilités de donner sans cœur, et nous connaissons toutes et tous ces situations. Du point de vue de l'éthique des vertus, la véritable générosité est du côté de la première option. C'est parce que je suis animé par une bonté véritable qu'il y a générosité. La générosité est du côté de l'être, elle n'est pas du côté du paraître ou du faire. L'autre générosité, celle qui en somme est fondée sur des névroses, n'est pas bonne du point de vue de l'éthique des vertus, en tout cas pas de manière maximale, car elle ne nourrit pas des qualités d'âme relevant de la vertu. Elle ne naît pas d'une intentionnalité qui elle-même est bonne par elle-même. Quant à savoir lorsqu'une intentionnalité est bonne ou non, il n'y a que chacun pour soi-même pour le savoir. Quelle est ma motivation? Qu'est-ce que je ressens? Personne ne peut le dire à notre place. Ensuite, il est important de souligner aussi, quels que soient les débats philosophiques sur la question, que nous ne sommes pas bons par nature. Nous pouvons cultiver et développer la bonté, nous pouvons nous y entraîner. Ce que nous sommes dépend en effet de ce que nous cultivons. Et nous pouvons cultiver la bienveillance et la compassion. En Asie, il y a des pratiques de méditation éprouvées par les millénaires pour cela, des méditations que le champ de la psychologie contemporaine a reprises dans son giron, en voyant combien elles permettaient en effet de cultiver et développer un milieu intérieur plus ouvert et apaisé, tout autant que de meilleures relations à autrui. Et ce sont des méditations qui permettent aussi d'identifier intérieurement à quoi ressemble un bon sentiment
ou une bonne intention. Et maintenant, avant de vous partager une anecdote personnelle m'ayant permis d'identifier une intention véritablement bonne, je vous propose un petit moment d'introspection pour aller chercher en vous-même à quel type de ressenti pourrait correspondre cette dénomination. Est-ce qu'il y a un moment ou des moments de votre vie où vous ressentez que ce que vous avez pu partager avec quelqu'un, ou en faisant quelque chose en lien avec autrui, ou avec un animal, vous étiez animé par une qualité d'intention où vous pouvez vous dire, tiens, là, à ce moment précis, là, il y avait véritablement de la bonté au cœur même de mon intention. Cela peut être un moment très simple. Donner une tartine à quelqu'un, nettoyer un lieu ou un objet, ou dire une parole juste au bon moment. Donc prenez un moment pour interroger votre mémoire sensitive. On n'est pas dans la qualification extérieure de l'acte, mais vraiment dans le ressenti intérieur. Là, je me suis senti bien, j'ai eu plaisir à réaliser cet acte qui était bon pour autrui. Et peut-être, si vous le souhaitez, comment est-ce que vous qualifieriez cette bonté ? Qu'est-ce qui rend cette intention particulièrement bonne en regard de la manière dont vous agissez par ailleurs ? Quels repères dans le ressenti et quels mots est-ce que vous mettriez sur ce ressenti ? Quels repères dans le ressenti et quels mots metteriez-vous sur ce ressenti ? J'ai de mon côté une anecdote personnelle intéressante à ce propos qui peut-être donnera un goût de ce que l'on peut considérer comme une bonne intention. C'est un événement qui s'est passé après ma première année de retraite, durant laquelle j'ai passé 7 mois à inviter et réinviter très régulièrement les qualités de bienveillance et de compassion dans ma pratique, bienveillance pour autrui autant que pour moi-même, car j'en avais beaucoup besoin. Après avoir cultivé tout cela en laboratoire, comme j'aime à le dire, pour évoquer ce que sont ces situations de retraite en comparaison à la vie dite normale, à un moment donné, durant l'été, je me suis retrouvé chez une amie qui avait quelque chose à faire et est partie durant la moitié de la journée. Je devais de mon côté partir définitivement de chez elle avant qu'elle ne revienne pour aller voir un autre ami, donc sans la recroiser, élément qui a son importance pour la suite. À un moment de l'après-midi, je vais me laver les mains, et là je me dis « Waouh, c'est carrément crade cette salle de bain !» Et je réfléchis, et je me dis « Oh quand même, j'ai du temps, je pourrais la nettoyer pour elle, ça serait sympa, critère extérieur. Si elle ne l'a pas fait, c'est que son emploi du temps doit être assez chargé. » Et puis j'hésite un peu, j'ai d'autres choses à faire aussi, et puis c'est son histoire quelque part, et puis bon. Je me mets à l'ouvrage, partant de ce qu'on appelle couramment une bonne intention. Parce que quand même, comme on dit, avec un air de « je peux bien faire ça ». Et je vois intérieurement que je suis vraiment dans l'effort, qu'il y a quelque chose qui grince, qui n'a vraiment pas envie de le faire d'abord, et ensuite qui commente avec des propos du genre « non mais quand même, elle pourrait le faire elle-même aussi, c'est pas prendre soin de soi-même que de laisser sa douche et son lavabo comme ça ». Et puis j'identifie aussi qu'ayant vu la situation,
si je m'étais autorisé à ne rien faire, ne pas nettoyer sa salle de bain, en fait, je me serais senti coupable de ne pas le faire. Parce que pour être une bonne personne, entre guillemets, eh bien, il faut le faire dès lors que je l'ai vu. Donc, quelque part, je le fais pour correspondre à une idée que j'ai envie de nourrir à mon propre égard, l'idée d'être une bonne personne. Ou pour éviter de nourrir l'idée que j'en suis une mauvaise, ce qui, dans le fond, n'est pas très différent. Donc, un processus complètement égocentré. Et pourtant, au sens commun, on est dans ce qu'on appelle une bonne intention. Je le fais pour son bien, entre guillemets, mais en fait, je prends sur moi, ou je cherche des gratifications secondaires selon l'état mental qui se présente. Les gratifications secondaires, c'est par exemple le fait de vouloir en tirer le bénéfice d'être remercié par elle, ce qui est gratifiant et contribue aussi à ce qu'elle ait une bonne image de moi. Et toujours, cette culpabilité si jamais je n'avais rien fait. Bref, dans le fond, c'était un cul-de-sac. Soit je le fais avec pas franchement une vraie bonne disposition intérieure, soit je ne le fais pas et je m'en sens coupable. Alors je me suis posé une minute et je me suis dit, mais quelle est l'issue à ça? Qu'est-ce qu'il faudrait comme ingrédient pour que je puisse vraiment réaliser cette action avec bienveillance, avec un total désintérêt pour ce que cela peut m'apporter à moi, réellement ou symboliquement? Et là je me dis, eh bien, pour que ce schéma de rétribution symbolique ne puisse pas être nourri par cette action, il faut que je le fasse en considérant qu'elle ne le verra pas. Comme ça, je ne peux pas le faire en attente de gratitude. Et si ça se trouve, de fait, elle ne le verra pas. Et alors, je me serais simplement occupé d'elle et de son hygiène pour son bien, et sans attente de retour. Et là, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Pas grand-chose. Rien à voir avec une grande expérience mystique ou des états modifiés de conscience solaire tels qu'on en croise dans les retraites. Simplement, un petit switch intérieur qui m'a permis de faire cette action totalement pour elle, sans effusion ni grandiloquence, sans tension, sans prendre sur moi parce que j'aimerais bien faire autre chose. Non. Là, il y avait un vrai plaisir à faire pour elle ce qui était bon pour elle, indépendamment de toute gratification personnelle et sans attente d'aucun retour. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est donc ça que de donner vraiment. Et j'étais vraiment complètement dans cet étonnement intérieur, tout en vivant pleinement le plaisir que j'avais à faire cette action pour elle. Donc sans aucune attente de retour, quel que soit ce qui se passe dans sa propre conscience et son propre jugement. Et une fois identifié, j'ai pu le laisser croître et se développer durant les retraites ultérieures, et c'est incroyable. Je suis toujours halluciné de ressentir combien nourrir ce que j'appelle le souci d'autrui, ou le fait de se sentir pleinement concerné par et pour autrui, sans autre filtre que de vouloir son bien, sans aucune attente de retour, ni que son bien aille dans une direction que je crois bonne pour lui, combien cette simple intention, je souhaite ton bien propre, celui qui est le tien indépendamment de toutes mes projections, combien cette simple intention ouvre une joie et un bonheur qui m'étaient radicalement inaccessibles avant cela. De là, il est possible d'affirmer avec Épicure qu'être bon rend en effet la vie agréable. Il y a ce que cela ôte de soucis, qu'il formule bien dans ses maximes, mais il y a aussi ce que cela nourrit profondément dans notre vie intérieure. Lorsque je ressens cela, j'aime à dire, un peu pour la blague, que Platon avait raison. Le beau, le bien et le bon sont clairement une seule et même chose. En tout cas, il y a de toute évidence une parenté sensible entre les trois. Et je dis cela pour souligner que ces sentiments de joie pour autrui, bien entendu, ils correspondent à un certain bien, puisque c'est l'intention initiale, et que c'est aussi particulièrement bon à vivre une fois que cette intention a dépassé les schémas névrotiques. Mais on entend peu souvent qu'il y a aussi dans ce genre de sentiment quelque chose qui touche à l'esthétique,
il y a un ressenti qui relève du fait d'être touché par la grâce d'une œuvre d'art. Car dans le fond, et je crois sincèrement que c'est un universel humain, la bonté est belle. Nous sommes tous touchés par la bonté lorsque nous la voyons à l'œuvre, pour peu que nos carapaces ne soient pas trop épaisses. En tout cas, ce sentiment que j'ai pu toucher après avoir si intensément galéré avec mes propres carapaces durant les retraites longues, il est clair que je n'aurais pas pu le toucher si je n'avais pas passé un temps certain à cultiver ce qui s'en rapproche. Et on part tous d'un endroit différent dans la vie. Je suis largement convaincu que certaines joies que j'ai pu éprouver durant ces retraites, ou ce que cela me fait recouvrer comme disponibilité à la joie, l'apaisement et la bonté, de nombreuses personnes le vivent et le ressentent sans avoir eu besoin de passer par un tel chemin. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles n'y vont pas, alors qu'il y a tant à y découvrir par ailleurs. J'aime à dire régulièrement que si les gens savaient ce qui peut se découvrir dans ces contrées de l'esprit, elles courraient pour découvrir ce genre d'expérience. Il faut dire en effet que les plaisirs communs paraissent assez fades en regard de ce qui peut s'ouvrir dans les pratiques contemplatives. Je vous dis ça à bon entendeur. De toute évidence, et quoi qu'il en soit, cette question de reconnaître et savoir ce qu'est véritablement un bon sentiment, il appartient à chacun et chacune de l'explorer pour soi-même. J'espère en tout cas que la contemplation que je vous ai proposée et certains aspects que j'ai pu décrire de ma propre expérience puissent faire signe vers quelque chose qu'on ressent pleinement et que l'on pourra alors cultiver aisément ou qu'on ne ressent pas du tout et qui pourra alors devenir un horizon, une graine à semer et arroser. C'est aussi à cela que sert ce podcast, car j'aurais aimé pouvoir avoir accès à ce genre de témoignages dans ma vie d'avant, et je trouve qu'il y en a trop peu. Pour clore cette seconde partie, permettant de bien introduire la troisième, si je résume le propos jusque-là, j'ai d'abord expliqué, dans la première partie, ce qu'est l'ataraxie visée par Épicure, c'est en dehors de tout trouble, et les correspondances entre ataraxie et samadhi dans la tradition du Bouddha, ces états de paix et de grâce profonde qui peuvent s'approfondir encore dans des absorptions qu'on appelle dhyana. Disons d'un point de vue bouddhien que ces états sont un horizon qui comporte ses propres limites, horizon qui n'en reste pas moins visible et en partie à viser. Une fois le but établi, dans cette seconde partie, nous avons vu, pour commencer, qu'Épicure réfute l'hédonisme, cette doctrine qui voudrait que maximiser les plaisirs en quantité et en intensité soit la voie pour être heureux. Pensez à Elvis Presley. Épicure oppose à l'hédonisme, je cite à nouveau, un raisonnement sobre qui recherche la connaissance exacte des raisons de tout choix et de tout refus et rejette les opinions. L'invitation épicurienne, c'est de réfléchir aux croyances au travers desquelles nous sommes construits pour envisager une vie bonne, croyances socioculturelles autant que familiales, mais l'invitation est aussi de faire retour sur soi, aller au contact des ressentis qui nous structurent, des pensées qui nous traversent, sans quoi on reste dans une théorie de la vie qui n'affecte pas nos émotions, c'est-à-dire notre dimension affective, là où prend racine ce qui nous met en mouvement. En bref, penser est une condition d'un bonheur véritable, mais penser d'une manière qui met en branle notre sphère affective ou notre inconscient, si on devait parler en termes freudiens. Partant de cette réflexion, Épicure nous invite d'abord à la prudence, la phronésis. Il nous invite à cultiver la sagesse en situation, ce qui demande une certaine qualité d'attention à ce qui se passe. Il explique alors que cette qualité d'attention aux situations, puisque cela permet d'établir, je cite, la connaissance exacte de tout choix et de tout refus, engendre la vertu, et qu'il ne peut pas y avoir de vie agréable sans vertu. Il n'est pas possible de mener une vie agréable qui ne soit pas prudente, belle et juste, pas plus que la vie ne peut être prudente, belle et juste si elle n'est pas agréable. Pour comprendre pourquoi Épicure identifie bonheur et vertu, et prendre de la distance sur nos propres biais culturels à ce propos, j'ai expliqué les 3 grands axes au travers desquels on comprend classiquement l'éthique. Le déontologisme,
s'appuyant sur des règles morales intangibles, le conséquentialisme, envisageant les actes et jugements moraux à partir de leurs conséquences pour soi-même comme pour autrui ou le vivant en général, et l'éthique des vertus, qui considère que nos comportements externes, actes et paroles, ne sont véritablement bons que si l'intention qui les gouverne l'est aussi. Maintenant, nous pouvons nous demander que faut-il comprendre de tout cela? Finalement, dans quelle direction Épicure nous mène-t-il en nous disant qu'il s'agit d'être attentif aux situations afin d'y cultiver une sagesse en action, tout en déclarant que si on cultive cela, alors on ne peut qu'aller vers la vertu, car il ne peut y avoir de vie agréable sans vertu, et de vertu sans vie agréable. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Épicure souligne en creux qu'il y a une causalité de l'esprit. Comment serait-il possible, en effet, d'être à la fois en paix intérieurement et à la fois animé par un désir avide envers certains plaisirs? Inversement, comment serait-il possible d'être en paix alors même que nous cultivons de l'aversion pour certaines activités ou groupes de personnes? La contradiction dans les termes est manifeste. La question qui vient alors naturellement, c'est comment orienter notre courant d'esprit en question? Est-ce qu'il existe des repères, des marqueurs permettant de baliser le chemin? J'ai évoqué l'intention bonne, sans attente, et cultivée strictement au bénéfice d'autrui, mais est-ce qu'il y a d'autres repères nous permettant de ne pas tomber dans des pièges trop grossiers? Vous l'aurez deviné, c'est maintenant que nous pouvons aborder la question de la classification des désirs et des plaisirs qui les accompagnent. Si vous souhaitez le découvrir de manière approfondie, tout en comparant l'approche d'Épicure avec celle du Bouddha à ce propos, alors suivez-moi dans la troisième partie de cet épisode.